va aborder cette seconde table ronde de la matinée. Donc, table ronde intitulée « Collaborer, design graphique et outils de médiation ». Donc, il va s'agir en effet d'aborder un certain nombre de collaborations qui ont été réalisées entre designers graphiques et outils de médiation. Donc, j'accueille et je remercie infiniment Sophie Cure et Sandrine Hugues, designeuse graphique, et Marie Calon, qui est maintenant en poste au FRAC Picardie, mais qui était au départ de sa carrière à la médiation culturelle du Cygne à Chaumont. Donc elles vont nous parler de l'ensemble de ces projets. Je voudrais revenir un petit peu sur ces questions de collaboration entre design graphique et médiation culturelle, pour dire que, en effet, le champ du design graphique est très large. On vient d'ailleurs de l'entendre et de le voir lors de la table ronde précédente, lorsque Bastien parlait de cette question de l'espace. Il a parlé de signalétique, il a parlé aussi de mouvement. On en reparlera aussi ici tout à l'heure. Donc le design graphique ne se réduit pas potentiellement à des questions d'impression, de mise en forme de contenu, mais c'est bien quelque chose, un domaine et des compétences qui peuvent être intéressantes dans le cadre des projets de médiation à l'origine, lors de leur conception, et pas uniquement après avoir défini les contenus. C'est encore une fois ce qu'on va évoquer ici. Donc peut-être aussi rappeler que ce domaine du design graphique et de la typographie, comme je le dis, on l'a vu aussi tout à l'heure avec Eloïsa, et encore une fois on va en parler, mais le champ du design graphique est très large, puisqu'il peut s'agir d'objets imprimés, il peut s'agir d'éléments qui signalent, donc de signalétique, qui permettent de se repérer dans l'espace. Ce peuvent être des signes qui aident aussi à comprendre le mouvement et la manière de se repérer dans l'espace. Donc il y a vraiment des applications potentielles qui sont extrêmement variées et très très larges. Donc vous, médiateurs et médiatrices culturelles ou responsables de la médiation dans des établissements, pouvez en effet tout à fait collaborer avec des designers graphiques pour élaborer des projets très larges et très variés. Je voudrais aussi redire que plusieurs lieux en France conçoivent des projets de médiation culturelle. En premier lieu, évidemment, le CIM, qui est le seul centre national dédié au design graphique, centre national d'art contemporain, qui se situe donc à Chaumont, en Haute-Marne. Beaucoup de projets ont été élaborés là avec des designers graphiques, le sujet étant le design graphique, donc ça n'est pas exclusif, évidemment. On peut parler de beaucoup de sujets avec des designers graphiques dans différents lieux culturels. Je voudrais aussi évoquer un autre lieu qui s'appelle Photokino et qui se situe à Marseille, qui est aussi un lieu qui produit des dispositifs, des résidences et beaucoup de projets très intéressants. Et par ailleurs, beaucoup de designers graphiques mènent des projets, collaborent avec différents lieux, sont dans la salle Camille Baudelaire et Olivia Grandperrin, qui sont designers graphiques et qui ont conçu également des dispositifs qui permettent d'aller à la rencontre des publics sur différentes thématiques. Il y en a beaucoup d'autres, je cite juste ces exemples-là, mais encore une fois, le panorama est très large, et donc il y a beaucoup de lieux un petit peu partout en France. Il y a des festivals de design graphique également, je vous renvoie au calendrier de graphisme en France pour les repérer, ceux qui sont près de vous. Et en tout cas, tous ces lieux et ces événements permettent en effet de collaborer sur toutes ces questions. Donc, je vais donner la parole à donc Sophie, Sandrine et Marie. Peut-être en premier lieu, Marie, tu peux nous parler du début de ta carrière et de ta façon d'aborder le design graphique au tout début. Comment est-ce que ça s'est passé et comment est-ce que tu as envisagé donc, des projets de médiation, puisque c'était ton poste et ton travail, en lien avec des questions de design graphique. Oui, bonjour, merci Véronique. Effectivement, donc j'ai commencé ma carrière, c'est un bien grand mot quand même, j'ai commencé le monde du travail il y a un peu plus de 10 ans, à peu près 10 ans, par le CIN, donc le Centre national du graphisme à Chaumont, en Haute-Marne, qui a un lieu qui est dédié à la pratique du design graphique, sa diffusion,
sa découverte, son initiation, et qui est un lieu extrêmement riche et varié. À savoir que quand je suis arrivée au CIN, donc en tant que chargée de médiation, je ne connaissais strictement rien au design graphique. Je viens d'une formation beaucoup plus universitaire d'histoire de l'art, donc les grands maîtres du 18e, du 19e, du 20e, et je suis arrivée dans un lieu qui, du coup, mettait en place cette discipline, et ça a développé une réelle passion pour cette discipline extrêmement riche et variée, qui est constamment en mouvement et qui a vraiment tout un penchant et qui est vraiment le cœur même de son travail dans le travail de recherche de forme, un travail très artistique, mais qui allie également tout un savoir-faire autour de techniques d'impression, etc. Et ce qui est, quand on travaille auprès des publics, une richesse supplémentaire. Ça permet d'aborder aussi d'une autre façon toutes les notions artistiques par le biais du savoir-faire, etc. Donc au CIN, j'étais vraiment chargée des publics qui étaient dits à besoins spécifiques, qu'on dit à besoins spécifiques. Donc je mettais en place des projets entre des designers graphiques forcément et des publics, quels qu'ils soient, et quelles que soient les thématiques des projets abordés. Et donc, quel a été ton premier projet de collaboration avec... Le premier projet de collaboration avec Sophie, du coup, dont on va vous parler aujourd'hui, est un des derniers projets au CIN. Il s'agit de Starting Block, la boîte que vous voyez juste derrière vous, et qui, en plus de ça, me permet de déposer tout ce que je viens de vous dire, parce que ce n'est pas du tout un projet à destination des publics spécifiques, quoique, parce que c'était une commande qui a été passée par notre pôle, par le pôle mécénat du CIN à destination des entreprises. Donc c'est un projet assez particulier et qui au final a été développé pour une très très large gamme de publics, étant donné que la collaboration a commencé par un cahier des charges qui était assez intense, où la demande était de travailler autour d'un jeu d'initiation et de découverte du design graphique pour des entreprises qui pourraient faire appel soit à des designers, soit potentiellement à un mécénat pour le CIN, donc pour leur faire comprendre l'intérêt d'un ou d'une graphiste auteur, pour du coup un public très large, parce qu'on était parti d'un atelier à développer entre 5 et 100 personnes, de 5 à 100 ans, en autonomie, sans autonomie. Bon. Et avec un cahier des charges envoyé en août pour un livrable, en août 2019 pour un livrable fin d'année 2019. Un budget de 2 000 € de production et de 2 000 € d'honoraires. Bon, spoiler alerte, rien n'a été respecté. Il a mis plus de 2 ans et demi à être construit et conçu. Heureusement, le budget a fortement augmenté également. Et la collaboration avec Sophie Cure, également Aurélien Farina, sur ce jeu a été très fructueuse. Je vais laisser Sophie vous parler plus en amont de la réalisation totale de ce projet. Merci Marie. Donc je prends la suite. Effectivement, donc ce projet qu'on a co-réalisé avec Aurélien Farina, c'était pas du tout notre premier projet avec le CIN, c'est notre premier projet en collaboration avec Marie. Avant ça, on avait fait le livret d'initiation au graphisme, qui est devenu le cahier d'exploration graphique, et puis Souvenir du CIN, qui était aussi un kit de médiation qui accompagnait l'exposition inaugurale du CIN en 2016. Donc ça, c'était notre troisième collaboration avec le CIN. J'explique ça parce que on était aussi très en confiance avec ce commanditaire. Et donc, quand j'ai reçu la proposition de Marie et que j'ai lu le cahier des charges, j'ai proposé à Aurélien de bosser avec moi là-dessus parce que je trouvais que c'était intéressant dans la continuité des projets qu'on avait fait et notamment le livret d'initiation au graphisme, de passer à un autre support. Et ça faisait longtemps qu'on avait envie de faire un jeu de société. Et quand j'ai vu le cahier des charges, ce qu'on a proposé au CIN, c'était, on leur a proposé 2 hypothèses. On leur a dit, bon voilà, avec le budget que vous nous proposez, on peut faire un jeu simple, parce que tout l'enjeu en fait de ce projet, c'était de s'adresser à un public qui n'est pas initié, mais surtout qui est un public d'entreprise, donc qui n'est pas forcément en plus habitué à ce genre d'expérience. Donc en discutant avec Marie et l'équipe du CIN, on se disait, par exemple, il y a des jeux de création de forme
ça marche toujours très bien, mais on avait envie là de quelque chose de plus scénarisé, d'essayer de parler un peu plus de qu'est-ce que c'est une commande, comment on peut aussi voilà, les sensibiliser un peu à notre pratique. Donc on leur a dit, bon, alors on a 2 hypothèses. La première, c'est de faire un jeu donc, relativement simple sur la question de l'identité graphique en utilisant des outils de grille des grilles de composition qui permettront de faire, de faire une série de jeux. Ou alors, option 2, on peut aussi faire un jeu de société qui serait donc plus ambitieux, avec un scénario qui s'inspire à la fois du Milborn et de ce type de jeu plus immersif. Par contre, si on fait ça, eh ben, on va falloir repenser le budget. Est-ce que vous êtes OK avec ça ? Et là, ça a été super parce qu'effectivement, ils nous ont dit bon, ben, on réfléchit, on étudie vos 2 propositions. Et puis, ils sont revenus vers nous en nous disant ouais, allez, banco, on part sur la 2e hypothèse, le jeu, un peu plus ambitieux, avec un scénario plus immersif. Donc, l'idée, c'était vraiment de proposer des tournois graphiques. On racontera un peu plus après, mais de proposer des tournois graphiques pour immerger les joueurs et les joueuses dans le quotidien des graphistes. Et il y a un peu comme un Milborn, il y a des cartes. Il y a des cartes, par exemple, il y a la carte crash de disque dur. Donc si on n'a pas la carte sauvegarde, et ben, on est obligé de passer son tour. Voilà. Ou cambriolage, on perd tous ses outils, voilà, ce genre de choses qui peuvent arriver. Hop. À savoir que quand Sophie nous a présenté ces 2 propositions-là, ça découlait d'un cahier des charges, encore une fois, alors excepté le fait qu'il était extrêmement large et pas du tout resserré, demandait de traiter à la fois de la typographie, et c'était vraiment un plan en 3 parties, de la définition du design graphique, l'anatomie des formes graphiques, l'application du design graphique, tout ça encore une fois avec les éléments que je vous ai donnés au début, de contraintes de 4 mois de réalisation de travail et 2 000 € de budget. Donc Sophie a bien fait de nous donner 2 propositions différentes pour qu'on puisse nous aussi réfléchir à ce qu'on voulait réellement produire, le temps qu'on investissait aussi dedans. Et donc au final, ça a mis combien de temps ? 2 ans et demi. Ça a mis 2 ans et demi. Il y a eu le Covid. Et c'était aussi 2 ans et demi d'écriture, parce que là, ce que vous voyez là, donc, qui sont qui est la forme finale du jeu avec, donc il y a 12 blocs gris, des tampons, des normographes, 2 séries de cartes, des jetons, etc. Oui, ce qui a été très très long, c'est d'écrire le scénario de jeu. D'ailleurs, on s'est fait accompagner par un auteur de jeux de société, Théo Rivière, qui a relu avec nous les scénarios et qui a fait en sorte que ce soit suffisamment rythmé. Et parce qu'un jeu de société, c'est quand même assez précis en fait dans voilà, qu'est-ce qui se passe pour que les joueurs et les joueuses voilà, s'ennuient pas dans une partie. Il faut toujours que voilà. C'est ça qui était assez intéressant pour nous. Et donc ça fonctionne comme ça. En fait, on a ça, ce sont les cartes tournois qui permettent en fait de réaliser ces tournois. Donc à chaque tournoi, il y a un des joueurs ou une des joueuses qui est le commanditaire, et les autres sont les designers graphiques. Et le commanditaire sort de la salle, ou la commanditaire. Les autres joueurs doivent faire. En fait, le but du jeu, c'est de faire deviner ce mot au commanditaire. Et pour ça, on doit dessiner ce mot sur des grilles de composition. Et donc, il faut choisir quelle grille on va utiliser. Elles n'ont pas toutes les mêmes valeurs. Certaines, elles sont plus élémentaires, donc elles sont plus complexes pour dessiner. Et donc, elles font gagner moins de points. Donc, par exemple, ici, c'était le mot biscuit. Et une fois que le commanditaire a trouvé la notion qui est représentée, il doit choisir quel dessin, quelle composition il fait gagner. Et c'est pas toujours celle qui est la plus représentative, qui est la plus évidente en termes de figuration. Là, par exemple, peut-être que si vous étiez à la place du commanditaire, vous pourriez nous dire quel était le mot qui était sur la carte tournoi. Est-ce que quelqu'un a une idée dans la salle ?
Voilà, c'était Roots. C'était Roots. Après, voilà, est-ce que si on avait eu... en fait, quand on a testé le jeu, on s'est rendu compte que ce qui était intéressant, c'était que, en fait, une fois tous les dessins ensemble, ça permettait aussi de trouver la notion qui était à représenter. Mais si on avait eu que celui-ci, par exemple, bah, ça aurait certainement été plus difficile. Et donc ça, c'est un jeu, un dispositif qui a été conçu, qui a été produit, et donc qui peut être aussi prêté, réactivé. L'objectif, c'était aussi ça, de faire circuler. L'objectif, et c'est pour ça qu'il nous a demandé quand même un budget assez conséquent, c'est que c'est une boîte, globalement, une boîte que vous avez du coup vue en photo tout à l'heure, qui a été produite en 10 exemplaires. Il y en a un qui est revenu du coup à Sophie forcément et l'autre à Aurélien, mais le signe en possède 8 pour qu'il puisse être prêté dans le cadre de contextes bien particuliers, d'événements graphiques ou par des structures culturelles, potentiellement des écoles, pour le goûter ou autre, non. Mais dans le cadre d'événements particuliers, il est largement empruntable. Ouais. Et quelles sont les leçons ou les modifications auxquelles vous pourriez penser une fois l'activation faite? C'est-à-dire qu'on a travaillé sur un scénario ensemble pour élaborer ce projet, donc on part de rien, donc ça prend du temps. Il y a plusieurs options possibles, donc il faut prendre des décisions ensemble par rapport à ce projet. Et puis ensuite, il existe, il est produit en effet, et donc il est activé avec des publics différents. Est-ce qu'ensuite, à la lumière de ces expériences, il y a des choses pour lesquelles vous êtes dites, peut-être on aurait dû modifier ça, ou peut-être quelles leçons potentielles vous avez tirées de ce processus après l'activation et par ailleurs, j'ai aussi à l'esprit potentiellement est-ce que vous avez tenté de l'activer avec des publics qui n'étaient pas forcément ceux auxquels vous avez pensé au départ, et quels sont les éventuels résultats que ça a produit? Eh bien, alors déjà, est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait fait différemment? Oui, dans les outils qui ont été produits, parce qu'il y a des tampons, il y a des normographes, on s'est rendu compte que, par exemple, la taille des tampons était un peu grande par rapport à l'objet et par rapport aux grilles. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ferait différemment. Après, ce qu'on n'a pas regretté, c'est d'avoir vraiment porté une très haute attention à la qualité de l'impression. Donc tout est imprimé en sérigraphie, sauf le tapis. Et en offset pour les grilles. Et donc ça, c'était important aussi pour défendre, pour parler du design graphique et que voilà, ce soit dans les mains de gens qui n'ont pas l'habitude de manipuler ce genre d'objet. Et on l'a testé effectivement, donc c'était plutôt à destination d'un public adulte. Et en fait, c'est arrivé que dans des salons d'édition, par exemple, je pense à Pages l'année dernière à la Aide à Genève, le public qui est venu, c'est plutôt des enfants. Et des enfants de 7 ans. Et ça a bien fonctionné. En fait, je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi. Ils aient autant d'appétit qu'ils s'emparent du jeu de cette manière-là, de manière assez libre. Et c'était intéressant à voir. Après, oui, il y a effectivement des choses qui sont à changer. Les règles sont, alors comme tout jeu de société, expliquer les règles c'est toujours super compliqué. Quand on y joue, c'est très facile et très compréhensible et on se prend le jeu très rapidement. Mais les règles sont quand même assez larges pour pouvoir être modifiables. On n'a pas les mêmes règles toutes les deux quand on le met en place. Je suis beaucoup moins souple que toi, Sophie. Mais j'aime bien qu'on puisse un peu jouer avec le jeu. C'est carré, on suit les lignes. Mais après, oui, il a été. En fait, ce qui est intéressant dans ce jeu-là et ce que nous a permis aussi la période un peu très néfaste du Covid, c'est que ça nous a permis d'avoir du temps. Et effectivement, c'est un luxe et une richesse dans l'élaboration de projets de médiation, quel qu'il soit, qui est extrêmement important et qu'on oublie souvent parce qu'on est vraiment dans l'urgence très souvent de réaliser tous les projets. Donc on a quand même pu, je pense, aller assez loin dans la réalisation avant la production. Et surtout, on l'a vraiment testé en amont avant qu'il soit produit. Parce que Sophie vous disait qu'il était produit en offset, en sérigraphie, etc. Donc c'est quand même des impressions qui coûtent cher. C'est un jeu qui a coûté cher. Il était hors de question de le sortir en production sans le tester. Donc les premiers bêta-testeurs, ça a été, très étonnamment, tous les directeurs d'agences du Conseil agricole du Grand Est.
À partir du moment où ils ont accroché, on s'est dit bon, ça va pouvoir être à peu près ok. Et après, on a testé partout. Et ce week-end, il était à Amiens dans le cadre d'un micro-salon. Et oui, il y a une petite fille de 7 ans qui a joué pendant 2 heures. Donc il est vraiment adaptable à une grande partie de personnes qui aiment les jeux de société, quoi. Oui, donc c'est intéressant de voir qu'en effet, il s'agissait au départ de parler de design graphique et de la commande, mais finalement, voilà, cette collaboration a mené aussi à finalement un scénario qui va bien au-delà de ça et qui peut aussi s'adapter à des publics très divers finalement. Très bien. Merci beaucoup. Et donc Marie, tu disais que tu as découvert le design graphique donc en arrivant aussi à Chaumont. Donc c'est un des projets que tu as fait. Est-ce que tu pourrais nous dire, au regard de l'expérience qui a été la tienne, parce que tu as fait d'autres projets de médiation avec des designers graphiques quand tu étais au Signe, donc comment s'est développée ta connaissance de ce domaine et comment est-ce que tu as évolué dans la construction des projets de médiation avec des designers graphiques au Signe? C'est-à-dire que ça, c'est un projet que tu as réalisé encore une fois avec Sophie, mais si tu devais partager ton approche, la méthodologie que tu as mis en place par rapport à tout ça, tu dirais quoi? Sur la méthodologie, alors je ne suis pas la personne la plus méthodique qui existe, mais en tout cas, c'est très simple et je pense que toutes les personnes qui sont dans les départements de médiation ou de pédagogie ou autres de cette salle le font. C'est vraiment une co-construction totale, à la fois avec les designers graphiques, mais dans ce cadre précis avec les publics aussi, donc les référents des structures, et que globalement chacun garde son champ d'expertise. Les graphistes ont vraiment le champ d'expertise et c'est ça qui est très intéressant, c'est que de base dans votre formation vous avez la transmission de savoir. Donc ça rend la chose quand même extrêmement intéressante. Donc on leur expertise sur tout ce qui va être du domaine artistique, nous sur effectivement l'élaboration d'un dispositif, d'un projet de médiation, vous l'appelez comme vous voulez, et les structures référentes des publics sur leur public. Donc c'est une discussion entre 3 actrices et voilà comment fonctionnent et comment vont à bout les projets. Et effectivement, plus il y a du temps, et plus il y a d'argent, plus les projets peuvent être intensifiés et présentés. Merci beaucoup. On va passer à une autre typologie de projet de médiation avec Sandrine Nuc, qui a donc réalisé, qui a été retenue pour faire un caractère typographique, une commande du CNAP, un caractère typographique qui s'appelle l'Infini. Et donc Sandrine est créatrice de caractère et designeuse graphique, et donc elle va nous présenter un autre volet, un autre champ d'action d'un projet de médiation plutôt lié à la question de la typographie d'abord, et puis à une autre notion ensuite. Bonjour à toutes et à tous, ça fonctionne? Non, si. J'entends pas. Non, mais c'est bon, merci. Alors oui, je vais vous présenter, survoler 4 projets très rapidement qui ont toutes des formes physiques différentes, où j'ai eu des postures différentes et où il y a une question de transmission au public. Tout d'abord l'Infini, qui comme ça ne s'y prête pas forcément. Il s'agit donc d'une commande d'un caractère typographique, mais dans le cahier des charges initial, donc là on est en 2014, il s'agissait de concevoir un caractère typographique qui s'inscrivait dans un projet pédagogique à la portée du grand public, et donc pas seulement des designers, des designeuses, des personnes spécialistes. Donc il fallait déjà un peu comme ça attraper la curiosité des personnes qui ne s'y intéressaient pas forcément. Et j'ai décidé du coup de déplacer un peu la position des usagers, des lecteurs, lectrices, notamment par le biais de ligatures qui viennent un peu perturber comme ça la lecture quand on les retrouve dans le texte. Parce que dans le caractère, très rapidement, il s'appelle Infini parce que justement, je parle de la forme ancestrale de la typographie, de l'écriture, qui est devenue la typographie et qui évolue encore aujourd'hui. On a l'exemple parfait de l'écriture inclusive, quelque chose qui est en évolution constante, c'est pour ça qu'il s'appelle Infini.
Et donc, je raconte en fait l'histoire de cette écriture, une histoire de ce système en tous les cas, de celui-ci, qui passe par exemple par les ligatures, qui deviennent plus des images qui transforment donc la forme des lettres habituelles, traditionnelles. Et j'ai aussi porté une attention pour les enfants en dessinant, en concevant un abécédaire. Ce projet-là, il s'est étalé sur 1 an. Et cet abécédaire-là, c'est 26 signes. J'ai eu quasiment autant de temps pour les concevoir que l'infini, le caractère typographique, parce qu'il fallait qu'il y ait une cohérence au niveau de tous ces signes. Et je voulais que ce soit vraiment une manière d'entrer dedans dans ce projet par les enfants particulièrement. Je voulais que ce soit identifiable par des enfants. Et ça m'a amené ensuite, par la suite, à faire des ateliers quand le projet est sorti, le caractère est sorti. Donc c'est peut-être que vous connaissez ce petit document, le spécimen typographique, qui est téléchargeable donc gratuitement sur le site internet qui est dédié au projet. Et où dedans vous retrouvez donc tout le texte de Sébastien Manningen qui explique justement de manière assez accessible l'histoire de l'écriture et de la typographie, qui m'a emmené ensuite à faire des ateliers dans des écoles où j'ai travaillé vraiment sur la conception de ces pictogrammes. Et là, j'ai travaillé avec... donc, j'ai été dans plusieurs écoles. Là, j'étais dans une école en Suisse, à ce moment-là, à la Chaux-de-Fonds. Je connaissais bien l'institutrice. Et on a fait ensemble une sorte de consigne qui, finalement, était de placer... En fait, les enfants se retrouvaient à faire exactement, avaient la même méthodologie que celle que j'avais, moi, quand je faisais un pictogramme. Ça veut dire choisir la lettre. Ensuite, faire une liste des mots qui commencent par cette lettre. Dessiner 1 ou 2 détails qui représentent et symbolisent ce mot. Ensuite, essayer d'associer ce symbole avec la lettre. Et ensuite, les appliquer à une grande lettre. Et donc là, ouais, ils ont commencé... Donc là, on était... quel âge ils avaient? Ils devaient avoir 8-9 ans. Et donc là, ils font des listes de mots. Chacun choisit sa lettre, leur lettre. Et donc, ils choisissent leur lettre. Et à côté, ils commencent déjà. Ils sont vraiment dans du pictogramme, dans une sorte de synthèse de forme. Alors j'adore celle-ci parce qu'ils ont utilisé les Z pour représenter le D de dormir. Voilà. Et il y avait cet exercice comme ça de simplification voilà, pour la jument, en fait, de qu'est-ce qui nous permet de reconnaître encore que c'est une jument à la fin, ou le diable. Et à la fin, il les représentait en très grand. Voilà. Quelques exemples. Alors le monstre, on n'est pas trop dans le picto, mais... voilà. Voilà pour ces ateliers-là. Et par la suite, donc là, on était en... J'enchaîne ? Non, ce que je trouve intéressant par rapport à ce que tu viens de montrer, c'est en effet, et par rapport à, encore une fois, à ce qu'on a vu lors de la table ronde précédente ou du travail qu'évoquait Sophie, c'est toujours cette question du scénario, de raconter une histoire, donc de partir d'un contenu, d'une intention, donc un contexte de travail en termes de médiation, et puis on voit comment est-ce que la mise en œuvre du lien entre le fond, ici, le langage, les mots et les formes, se connectent potentiellement et permettent d'aller à la rencontre de publics qui ne sont pas très familiers avec ce genre de choses. Ça aiguise quand même le regard et je trouve que c'est vraiment intéressant comme manière de penser des ateliers. C'est-à-dire comment est-ce que, quel que soit le sujet, hein, parce que là on est plutôt sur les questions de typographie, mais je trouve que les connexions sont vraiment intéressantes. Je tiens quand même à dire qu'en Suisse, tous les enfants savent ce que c'est un dessinateur ou dessinatrice de caractère. Hein. C'est pas anodin, mais... Ce qui est très bien, formidable. Et donc Sandrine, ça c'est vraiment la partie typographique, mais tu as une autre obsession dans la vie. Pas encore. Pas encore. Ah non, oui, c'est l'atelier, oui, ça va bien. Vas-y. Oui, non, mais vas-y. Donc tu as poursuivi. J'ai continué à faire des ateliers dans un autre cadre. Ça s'appelle un PAG, un projet artistique globalisé, que j'ai pu mener avec le Cygne à Chaumont, où Marie était présente à ce moment-là. Et donc là, la commande initiale, au départ, était de me demander de présenter des ateliers autour de la thématique de la typographie dans 8 établissements scolaires, monstrueux, sur toute la Haute-Marne. Et j'ai fait 4 semaines au total, 4 semaines en fait, où j'étais itinérante d'école en village, voilà, principalement école élémentaire et un petit peu collège. Et voilà, je voyais 150 enfants par semaine.
je dormais à chaque fois dans des endroits différents. Non, mais c'était assez formidable. Et c'était en plein hiver. C'était en plein hiver, en Haute-Marne. Non, en fait, pour raconter comment ça s'est passé, j'ai rencontré tous les enseignants et les enseignantes des classes qui sont venus au Cygne, c'était au printemps donc 2017, où j'ai pu leur présenter en fait ce que j'allais, les ateliers que je leur proposais. Donc je les ai rencontrés là au printemps, ils étaient tous venus, c'était des personnes qui étaient qui avaient envie de s'impliquer dans le projet. Ça, le PAG, donc le projet artistique globalisé, c'est vraiment au niveau de la région. Et donc le Cygne, évidemment, portait, c'est la structure qui permettait aussi au niveau du matériel, de l'organisation, d'organiser tout ça. À la fin, il y avait une restitution un an après, donc printemps 2018, au Cygne à Chaumont, mais aussi au musée d'Hydro à Langres. Et donc les 4 ateliers très rapidement que j'avais soumis étaient autour de la typographie, et j'avais envie en fait d'être dans une approche vraiment de l'histoire de la typographie et d'essayer d'aborder des sujets qui peuvent paraître même parfois un peu techniques, rigoureux, pas forcément à la portée des enfants, mais d'essayer justement un peu de les transformer et de les rendre un peu motivants, stimulants et ludiques. Et je leur ai proposé un premier travail par rapport à la question de la lettrine, qui s'inscrivait aussi sur les premiers formats de livres de poche du début du XVIe siècle, avec donc les premières impressions typographiques, mais on dessinait encore les lettrines à la main. À la fin, il y avait un façonnage à faire donc à la main. Il y avait aussi sur la question en fait des valeurs numériques de la typographie, ce qui peut paraître comme ça un petit peu laborieux, mais leur montrer qu'avant, en fait, on donnait des noms au corps typographique avant qu'on soit dans les valeurs numériques au début du XVIIIe siècle. Et donc là, je leur avais montré plein de corps différents typographiques, et eux, ils essayaient d'y associer des noms, par exemple. Alors là, je vous montrerai peut-être après si on a le temps, mais bon, voilà, tout ça pour montrer que on était dans des choses assez techniques, mais en même temps qui pouvaient être assez ludiques. Il y avait aussi un atelier sur la question de la grille qui était très présente aussi à la Renaissance, sur les proportions des tailles des lettres et sur l'aspect plutôt modulaire qu'on pouvait trouver. Donc on dessinait en tout petit tout d'abord. L'idée c'était de leur proposer comme ça une grille modulaire et de leur montrer en fait que même sur une base de diagonale, de carré et de rond, il y avait plein de manières différentes de dessiner les lettres. Donc ça c'était la restitution à la fin. Et sinon, en effet, ce que tu voulais dire, Véronique, c'était que dans mon travail, j'ai un attrait assez important pour la place du corps, du geste, et que je réalise souvent des ateliers dans différentes... Là, à gauche, là, c'est à Chaumont, justement. Donc là, c'est plutôt avec des étudiants et des étudiantes en école d'art, mais là, c'était à Little Villette, avec les 3 ours, où on faisait un exercice de dessiner avec la main d'une autre personne. Là, c'est un petit frère qui dessine avec la main de son grand frère. Et j'avais fait aussi cet autre atelier en Haute-Marne avec les enfants, les élèves, où je leur demandais en fait de dessiner des lettres soit avec les mains, soit avec les bras, soit avec le corps, et aussi à plusieurs. Il y a différentes manières ingénieuses de dessiner des lettres, voilà, à plusieurs. Et à la fin, je leur proposais en fait de rédiger des sortes de partitions pour que quelqu'un qui arrive derrière récupère ces partitions et soit capable de reproduire la lettre. Donc là, la première très rapide, c'était il faut mettre les pieds joints, il faut mettre les bras horizontalement sur le côté. Donc là, vous avez un T. Voilà. Donc là, il y avait comme ça plein de partitions qu'après on retrouve dans la restitution là au Cygne. Où donc il y avait ces documents à portée de main et qui étaient inscrits aussi sur les murs. Et donc là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui lit la partition et quelqu'un qui essaye les autres enfants qui essayent de les... Je dis enfants, c'est des grands, là, des élèves. Et ça, Sandrine, c'est quelque chose qui est réactivé également? C'est quelque chose qui ont été écrits, qui a une partition? Absolument pas. Non, c'est pas forcément quelque chose qui est... Alors c'est drôle parce que la semaine dernière, j'ai intervenu en école d'architecture, rien à voir, mais c'était sur la question de la danse. Et ces petites partitions, ça les a motivés aussi. Et c'est vrai que, en fait, c'est un jeu qui pourrait être, en tout cas, qui pourrait être reconduit, mais qui a un système... parce que là, il y avait vraiment, en fait, pour les élèves, il y avait vraiment ce rapport... à la fois eux qui sont eux-mêmes dans l'apprentissage de l'écriture, de penser la lettre, de comment elle est construite, et après, en cet exercice, en fait, d'essayer de la retranscrire par écrit. Ensuite, il y avait aussi cette approche de communication les uns avec les autres. Donc, il y avait plein d'étapes comme ça. Voilà. Ce qui m'amène après, assez rapidement, à vous présenter un autre travail qui a été fait dans un tout autre
toute autre organisation. Là, j'ai travaillé avec la structure Photokino, le studio Photokino qui est à Marseille, qui organise un festival qui s'appelle Laterna Magica et qui m'avait proposé en tout cas de travailler sur la piazza du Centre Pompidou. À la base, il m'avait plutôt demandé de dessiner des lettres et c'était une aubaine d'avoir cet espace-là, et donc j'ai voulu travailler plutôt sur une partition de danse et de travailler avec des danseurs et des danseuses. Ça a été un projet qui a été fait très très vite, c'était quelque chose d'éphémère qui a duré 2 jours, donc c'était une installation quand même un peu importante pour 2 jours. Et alors là, il y avait un travail de médiation qui était fait avec les médiateurs et les médiatrices du Centre Pompidou, en fait, qui distribuaient comme ça l'équivalent de la partition qui était peinte au sol et qui la distribuaient aux passants et aux passantes. Et dessus, donc, il y avait la notice en fait de ce qui était à faire. Parce que cette performance, je n'ai pas dit son nom, mais elle s'appelle En cadence, marche ou danse, parce que la question c'était justement est-ce que quand on marche, est-ce que quand on se déplace, on est déjà en train de danser? Et il y avait une question de vitesse. Donc là, il s'agissait de marcher sur les lignes. Et il y avait 3 vitesses différentes. Quand on marchait sur des lignes jaunes, on se déplaçait lentement. Sur les lignes bleues, on se déplaçait normalement. Et sur les lignes rouges, on pouvait aller plus rapidement. Voilà, donc il y avait comme ça une sorte de consigne. Et donc j'ai travaillé avec 2 danseuses. On a pu mettre en place une toute petite chorégraphie, mais sinon c'était aussi beaucoup d'improvisation et de rencontres avec des gens qui passaient par là. Voilà, et donc ce petit document. Super, merci beaucoup Sandrine. Mais c'est vrai que c'est encore une fois un autre domaine potentiel, mais on voit que graphiquement, tous les signes et les couleurs que tu utilises pour accompagner cette chose-là, c'est-à-dire finalement une sorte de protocole, c'est la même chose. Ce projet pourrait être réactivé et refait dans d'autres circonstances, parce que précisément tu as construit le cadre, le contexte dans lequel les gens pouvaient potentiellement participer, parce que c'était ça l'objet aussi, c'est que les gens puissent participer à ce projet. Peut-être Sophie, par rapport à cette question qu'on évoquait tout à l'heure, et de la collaboration et de la définition d'un projet, donc tu nous as raconté avec le signe le scénario comme ça, avec 2 pistes possibles, et donc comment est-ce que les choses s'élaborent. Tu peux nous parler d'un autre projet que tu as fait par la suite avec une autre structure culturelle qui est le Hangar Y, qui est situé en banlieue parisienne, avec lequel tu as également collaboré pour un projet de médiation. Effectivement, oui, j'ai travaillé avec le Hangar Y, donc il y a peut-être vous connaissez, qu'il y a un nouveau lieu culturel à Meudon, en banlieue parisienne, qui est un ancien hangar à ballon dirigeable. Donc il y a une histoire assez folle. Et pour l'exposition inaugurale, qui s'appelait Dans l'air, les machines volantes, et qui regroupait plus de 120 œuvres d'artistes du monde entier et d'art moderne et d'art contemporain. Là derrière, on voit une œuvre de Roman Singer, qui est un espèce de très gros aéronef suspendu au plafond, qui est assez impressionnante comme pièce. Et donc, ils m'ont appelé pour faire un document de médiation à destination des familles. Et alors là, le délai était très court. On avait 4 mois pour faire ça. Ils m'ont appelé en décembre et le lieu ouvrait en mars. Et l'idée, c'était de faire un parcours jeunesse, un document qui permette d'accompagner la visite dans l'exposition. Et dès le début, il y avait l'envie de faire un objet volant, en tout cas que l'objet de médiation, il ne soit pas seulement un objet avec des jeux dont on se sépare à la fin, mais qu'on puisse le réutiliser et qu'il ait aussi du coup une forme à part entière. Et assez vite, après avoir exploré plusieurs pistes, on s'est mis d'accord sur l'idée de faire une feuille de vol avec des patrons pour faire des avions en papier. Donc, elle est ici. Donc il y a 2 modèles, une voltigeuse et un planeur. Et donc dans ce projet, effectivement, la collaboration, le cadre du projet, il s'est construit très très en amont quand ils m'ont sollicité pour faire à la fois
l'écriture des jeux, la sélection des œuvres avec eux, la fabrication, le suivi de fabrication de l'objet, et donc les recherches de fabrication et tout le design graphique. Donc le budget était assez conséquent, il y avait en tout, je crois qu'il y avait 13 000 € de budget au total pour cet objet, dont 10 000 € d'honoraires et 3 000 € de fabrication. Donc c'était assez conséquent. Et donc on avait une grande latitude là pour travailler. Je vais vous montrer quelques images en plus. Donc voilà le hangar Y, donc, qui est un lieu assez monumental. Et donc sur ce projet, j'ai travaillé avec Martin Bourguignat, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, qui est directeur des publics au hangar Y, et Léane Inès de la Fondation Art Explora. Et donc on a co-construit ce cadre de travail et puis ce projet aussi. Donc ça voulait dire des heures aussi, 3 heures de réunion avec les chargés de l'exposition pour comprendre toutes les œuvres, lesquelles on sélectionnait. Il fallait qu'elles soient suffisamment réparties dans l'espace pour que le parcours soit intéressant, qu'elles soient pertinentes par rapport à l'application sur un jeu ou une activité, et aussi qu'elles ne soient pas supprimées pour des raisons logistiques ou autres 3 jours avant l'exposition. Donc il fallait que leur présence dans l'exposition soit suffisamment fiable. Donc il y avait plein de contraintes comme ça. Et donc voilà. Et donc on pouvait se promener dans l'expo avec cette fiche. Par exemple ici on est devant une œuvre de Rachel Labastie, qui fait une référence au mythe d'Icare. Et donc des grosses ailes comme ça en grès. Et il y avait une activité à faire à cet endroit-là, par exemple. Il y avait aussi dans l'espace, tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y avait une grande montgolfière dégonflée de Bertrand Lavier. Donc il fallait retrouver, le jeu c'était de retrouver où est-ce qu'était la montgolfière dégonflée et d'imaginer quel pouvait être le motif une fois regonflé. Il y avait un tapis de Mircea Contor. Voilà, il y avait plein d'œuvres très différentes. Et donc à la fin de l'exposition, parce que l'exposition avait la particularité aussi d'être sur les coursives et tout l'espace du hangar Y, le hall intérieur était dédié à une sorte d'expérience immersive et du coup était vide. Et donc on s'était dit c'est super parce qu'en fait on va faire les avions depuis la mezzanine et on pourra les lancer depuis la mezzanine. Donc l'exposition était en hauteur, donc se prêtait particulièrement à un lancer d'avion. Et donc il y avait 2 modèles d'avions. Là c'est le modèle planeur. Et ensuite on a le modèle de la voltigeuse. Voilà, qui est le niveau au-dessus. En fait, moi, ça me tenait à cœur d'avoir, parce qu'on a eu des grosses discussions sur la pagination, combien on a de pages, est-ce qu'on peut partir sur un 12 pages. Au début, j'avais écrit 9 jeux, mais en fait, les 9 jeux ne rentraient pas dans 8 pages, donc il aurait fallu 12 pages. Mais en fait, pour des questions de budget, on n'arrivait pas à rentrer dans 12 pages, donc on a fini par se contraindre à 8 pages. Par contre, là où moi je tenais vraiment à ce qu'il y ait 2 modèles de patrons d'avion pour qu'il y ait pour qu'il y ait plus de diversité et pour qu'il y ait aussi 2 niveaux de difficulté parce que le planeur est assez simple à faire, mais la voltigeuse elle demande un peu plus de temps de pliage et d'appropriation. Et je trouvais que c'était intéressant de pouvoir avoir plusieurs manières d'expérimenter ce passage de on a un objet en papier qui devient un objet en 3D. Et donc là on a les deux modèles d'avion. Super, merci beaucoup Sophie. On voit bien dans ce projet le lien entre le contenu, les objectifs en termes de public et la forme que prend le document au final. Et puis je trouve intéressant aussi que tu parles de cette question du fait que potentiellement, parfois, on a des projets dans lesquels on a envie de faire plein de choses, et puis finalement, aussi pour des raisons de développement, des objectifs de développement durable, parfois on doit un peu contraindre les projets, mais précisément, les designers graphiques sont là aussi pour maîtriser le format des papiers, par exemple, pour optimiser les impressions,
le nombre de couleurs. Très souvent, on entend que les projets sont prévus pour des impressions en quadrichromie, donc en 4 couleurs, et parfois il y a des astuces aussi en termes de budget pour trouver des possibilités afin de faire rentrer les projets dans les budgets qui sont évidemment, eux, difficilement modifiables. Donc merci beaucoup Sophie pour cette présentation. On est presque à la fin de notre table ronde, mais j'aimerais bien Marie que tu nous parles maintenant. Donc, tu es désormais chargée de projets et des habitants, des relations avec les habitants au FRAC Picardie. Donc cette notion de public et de l'interaction que tu as avec eux est importante puisqu'elle est précisément inscrite dans le titre, dans ton titre, dans ce que tu fais désormais. Donc peut-être à la lumière de l'expérience qui a été la tienne aussi dans les collaborations avec les graphistes, tu peux nous parler d'un projet que tu as réalisé, donc maintenant dans un autre contexte qui n'est pas le sujet, dont le sujet n'est pas le design graphique, mais bien justement la relation avec les publics et l'activité d'un FRAC. Oui, donc du coup, je suis désormais chargée de projet des relations avec les habitants. Donc c'est à peu près la même chose sous une dénomination différente. Au FRAC Amiens, qui a la spécificité quand même pour un FRAC d'avoir une collection tournée autour du dessin contemporain. Donc on n'a pas de multiples disciplines, on est vraiment très dessin contemporain, ce qui permet aussi une entrée pour le design graphique assez souple, et c'est ce qui est en train d'être fait aussi. On a une nouvelle direction depuis 4 ans avec Pascal Neveu qui ouvre vraiment tout ce FRAC Picardie à la nouvelle discipline, à cette discipline des arts graphiques au sens large avec le design graphique. Donc l'impact des designers et designeuses dans les projets du FRAC est complètement différent forcément de ce qu'on pouvait faire aussi, étant donné que la mission première était design graphique. Mais le projet que là je voulais vous présenter, même si on a eu Héloïsa la semaine dernière pendant 2 jours pour un workshop, ici, donc, alors comme cette vidéo ne l'indique pas, elle n'a pas été tournée en 82, hein, c'est vraiment l'esthétique, excusez-moi, et pas incroyable, mais bon. C'est un projet du coup qui s'intitule « Tout est déjà là et pourtant quelque chose commence », qui est un projet long qui naviguait et qui prenait place dans 4 villes du département de la Picardie, donc Ham, Péronne, Bray-sur-Somme et Amiens, qui sont vraiment, excepté Amiens, des villages ou des villes assez excentrées et très très rurales. L'idée étant de parcourir la Somme, qui a une importance prédominante dans ce département, qui en tire son nom d'ailleurs, avec une structure itinérante qui a été réalisée par Olivier Vadreau, donc le designer, sous la forme d'un ring, donc une sorte d'amphithéâtre à petite échelle, qui se positionnait dans des endroits dédiés de ces 4 villes et qui avait pour objectif d'être utilisé par les habitants et habitantes comme ils le souhaitaient. Donc vraiment, il n'y avait pas du tout de contraintes là-dessus. C'était un projet qui était vraiment à destination du coup des habitants et des habitantes du territoire, et on souhaitait dans chacune de ces premiers week-ends d'installation, du coup présenter le ring, forcément, parce que si on met un objet comme ça en plein milieu d'un territoire que nous on ne connaît pas forcément non plus, en plus sans inauguration, sans discussion ou autre, c'est quand même un peu compliqué. Donc on montait des week-ends inauguraux et notamment des week-ends où Marion Caron, qui a réalisé l'édition, faisait des ateliers. Pourquoi ? Parce qu'on a souhaité du coup forcément documenter ce projet-là, qui était un projet sur le long terme, un projet qui était monté dans le cadre de Amiens, capitale européenne de la culture, qu'on n'a pas eu, mais bon voilà. C'est pas un spoiler alert, c'est connu depuis longtemps. Et pour qu'elles connaissent et qu'elles comprennent vraiment ce territoire très particulier, qui est un territoire rural, qui est aussi un territoire qui peut être un peu moqué, hein, la Picardie généralement, et du coup on souhaitait qu'elles le valorisent vraiment et qu'elles en comprennent tous ses tenants et aboutissants,
à la fois du territoire et à la fois de ses habitants et habitantes. On l'a convié à faire les 4 journées d'atelier dans les 4 villes différentes. Ça a été vraiment fondamental pour la réalisation de l'édition parce que c'est une édition qui a été imprimée chez Stipa, donc elle est en offset. Ce que le signe aussi m'a apporté, c'est du coup aussi une compréhension des impressions, et ça c'est quand même pas négligeable. Donc en offset avec 2 pantones, dont un supramétallique pour l'argenté, et l'autre qui est un pantone qu'elle a réalisé du coup directement sur place et qui reprennent un tant soit peu les couleurs de la Somme. À savoir qu'elle est venue, sur ces 4 journées, il a plu constamment, mais vraiment c'était très catastrophique. Donc vous notez que la couverture a des tons assez gris, très sobre. C'est très très sobre. Et c'est du coup un Leporello qui, donc, quand il s'ouvre, accueille 2 feuillets distincts. Ces 2 feuillets reprennent à chaque fois les photos et quelques textes des 4 projets qui ont été menés sur ce territoire, qui peut se lire de différentes manières, à la fois en vis-à-vis quand on met les 2 cahiers en face à face, à la fois dans un sens très simple de feuillet simple, et également à la verticale parce que les témoignages sont placés du coup à l'italienne. Et elle a réalisé, en tout cas elle a présenté les ateliers qui ont été menés grâce à une surimpression en blanc sur les différentes pages. Ça n'a pas été un projet simple pour elle parce qu'en fait on avait des photos pour la majorité de mauvaise qualité et on avait très peu de texte. Donc l'intérêt qu'elle ait été là en amont et bien sûr tout le long du projet lui a permis vraiment de comprendre notre souhait, notre envie et de réaliser une véritable carte blanche en ayant toute confiance sur son travail. Donc voilà, j'en ai ramené si jamais vous voulez. Merci beaucoup Marie, c'est parfait, merci beaucoup. Donc on peut dire, on arrive un petit peu à la fin de cette présentation. Peut-être ce qu'on peut retenir, c'est que, encore une fois, on vient de voir une diversité de collaboration entre des services de médiation culturelle et des designers graphiques ou typographiques. Que l'intérêt potentiel, c'est de se voir et d'être impliqué le plus en amont possible. Que la notion de temps est un petit peu aléatoire et que parfois c'est pas toujours ce à quoi on s'attendait, mais c'est parfois pour le meilleur puisque à la fin on a des projets qui prennent une ampleur qu'on n'avait pas imaginée. Peut-être dire aussi que dans le cadre de ces collaborations, il peut y avoir des commandes directes comme ça vient d'être évoqué. On a évoqué aussi des dispositifs d'aide qui viennent des régions, des départements ou de projets spécifiques en DRAC parfois. Donc il y a aussi ces environnements qui peuvent permettre de proposer des projets et de demander des financements sur des programmes spécifiques. Ça peut aussi se produire parfois dans le cadre de résidences. Donc la notion de commande et de collaboration, elle peut aussi prendre des formes assez diverses. Merci encore beaucoup d'avoir partagé ces différentes expériences à tous les 3. Et puis on va peut-être maintenant passer aux questions que vous avez peut-être. Et donc on va demander à Héloïsa, Bastien et Thibaut peut-être de nous rejoindre pour cette séance et pour vous donner la parole pour les questions qui concernent donc ces 2 premières tables de la matinée. En attendant, moi j'ai une question pour vous par rapport à l'atelier Bellevue. Vous avez parlé au départ que c'était plutôt destiné aux enfants ou à des publics jeunes. Mais est-ce que dans les restitutions et dans les visites que vous avez eues, il y a eu aussi d'autres types de publics? Et justement, est-ce que vous avez été surpris potentiellement par des gens qui seraient venus et qui n'étaient pas forcément des jeunes, des publics jeunes? Eh bien, principalement, il y a des publics jeunes parce que l'esthétique aussi de l'installation et de la nature des livres était plutôt invitante à ce niveau-là. Il y a eu également des familles, donc des familles qui sont venues de l'ensemble de la ville à Bellevue pour travailler, des familles de Bellevue. Et après, il y a eu des personnes qui venaient aussi pour chercher des cadeaux d'anniversaire pour leurs petits-enfants ou petites filles. Et pas mal de workshops, une programmation en fait, que nous on a prévu donc pour les étudiants,
des adultes en formation, des auteurs de livres jeunesse aussi, et des futurs enseignants. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette présentation vraiment très, très intéressante et stimulante. J'avais une question sur le jeu qui a été produit. Est-ce que vous avez envisagé à un moment donné de le produire en grande diffusion? Parce que d'après ce que j'ai compris, il y a quelques exemplaires, je ne sais pas combien, une dizaine. Voilà. Et est-ce que vous y avez pensé et quelles étaient peut-être aussi les contraintes qui faisaient que c'était pas encore en route? Merci. Merci pour votre question. Alors, effectivement, il existe en 10 exemplaires. Il y en a 8 exemplaires qui sont au Cygne et 2 exemplaires qui sont à notre atelier avec Aurélien. Pour l'instant, il est prêté, c'est ça, hein, le Cygne le prête aux structures qui le demandent, comme le week-end dernier au Prac Picardie. Effectivement, on s'est posé la question de... Bon, ce projet, il est sorti il y a à peine 2 ans. Et on s'est effectivement posé la question de est-ce qu'on le diffuse à plus grande échelle? Donc est-ce qu'on imagine une édition ou une production à plus grande échelle? Alors oui, on y a pensé, on en a envie. Mais ça, effectivement, ça pose des questions de production, de peut-être repenser certaines choses pour que ce soit un peu moins cher à produire. Voilà, comment ne pas perdre en fait la qualité d'impression et de fabrication qu'on a ici, mais il y a plein de techniques de fabrication différentes, donc ça pose voilà, vraiment un cahier des charges de fabrication assez complexe. Voilà, donc c'est des questions qu'il faut qu'on se pose. Et là, en fait, aussi, la question, c'est toujours le temps et l'argent. Donc effectivement, là, on avait un budget pour produire donc ce premier jet de ces 10 jeux qui ont été fabriqués. Donc maintenant, si on veut, voilà, il faudrait qu'on trouve une manière de pouvoir financer la suite pour pouvoir voilà, envisager une seconde édition. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Merci à tous pour vos témoignages et restitutions, c'était tout très intéressant. Et moi, j'avais une question pour Bastien Contraire. J'aurais aimé savoir si la presse à pied était un modèle unique ou ça sera développé sur large échelle ou s'il y a un protocole à suivre, etc., mis en place. Merci beaucoup. Pour l'instant, c'est un modèle unique. Ça me fait penser que c'est vraiment génial que vous ayez posé cette question parce que j'étais dévoré de culpabilité, de remords, parce que je n'ai pas cité Amine Benatou qui l'a construite. Benatou, pardon. Qui l'a construite. Si vous aurez l'occasion demain de la voir de près. Elle est vraiment magnifique, donc elle existe qu'en un seul exemplaire, c'est vraiment comme un espèce de prototype. Par contre, voilà, avec le programme POP de Passerelle, elle est disponible à la location. Et donc elle peut comme ça voyager. Auprès, encore mieux. Voilà. Donc on peut l'emprunter et donc elle peut voyager de cette manière-là. C'est intéressant d'ailleurs parce que, ce qu'on vient de dire aussi, il y a beaucoup de dispositifs et de projets et de kits et de peu importe comment on les appelle, mais qui sont en effet potentiellement disponibles pour circuler et peut-être certains d'entre eux ont attiré plus particulièrement votre attention. Donc je pense que c'est important aussi la vocation de ces 2 journées d'études, c'est aussi ça, de potentiellement prendre contact et de voir comment potentiellement emprunter ou réactiver les projets dont on a parlé et dont on va parler, parce que la journée n'est pas terminée. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Bonjour, moi j'ai une question pour très fort le micro, non pour Thibaut. Salut Thibaut. Je voulais savoir c'est quoi la suite pour l'atelier Bellevue du coup?
Et ce que disait un petit peu Loïc tout à l'heure, on a des réponses pas encore officielles, mais probablement très positives pour continuer l'aventure. Et là, on aimerait bien justement que ce soit un lieu aussi pour les adultes, qui soit à la fois pour le jeune public et les adultes sur la question toujours du langage. Voilà. Merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Moi, c'est un peu dans la continuité de la question sur un protocole. Et en fait, je me posais la question par rapport aux droits d'auteur. Parce que là, vous nous avez proposé énormément de dispositifs qu'on pourrait potentiellement reproduire chez nous gentiment dans nos structures. En puisant dans vos idées, en fait. Et je ne sais pas comment on gère ça, en fait. Et je voulais avoir vos retours. Merci pour cette question. Évidemment, quand on parle de réactiver potentiellement des protocoles, c'est en accord avec les structures et les designers et les designeuses qui ont produit ces structures. Donc ça veut dire que dans le prêt, on ne reproduit pas quelque chose, on emprunte, comme on vient de le dire, c'est pas prêter ou on emprunte et on va avoir la structure pour dire ce dispositif que vous avez réalisé m'intéresse parce qu'il réactive des choses. Par ailleurs, la plupart des designers et designeuses sont tout à fait disponibles pour se rendre dans d'autres lieux pour réactiver des projets ou en imaginer de nouveaux. Donc pour moi, il n'est pas question de reproduire des choses, ou alors c'est indiqué très clairement. Quand on a le document là qui est lié à Hangar Y, c'est lié à leur activité, c'est lié à des œuvres qui sont présentes là, c'est lié à des références qui sont les leurs au regard de leur projet. Donc potentiellement reprendre cette feuille et l'imprimer et la diffuser, ça ne fait pas vraiment sens non plus, je pense, par rapport à une structure en fonction du sujet qui est le sien. Et encore une fois, il y a quand même beaucoup de choses qui sont disponibles auprès des structures. Donc, je ne sais pas très bien à quel endroit potentiellement on peut copier ou dupliquer. Ou... La danse, par exemple, le projet de partition dansée. Voilà, ça, on met un scotch au sol, on réinjecte par rapport à une proposition artistique spécifique. Oui, mais en même temps, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien. C'est-à-dire que Sandrine a imaginé ce dispositif et ce protocole potentiellement. Donc il faut la contacter et voilà, avec Photokino, lui demander comment réactiver ce dispositif. Mais je pense que c'est déjà fait. Donc c'est vrai qu'il faut le faire aussi avec l'ensemble du projet. Mais Sandrine. Oui, puis excusez-moi, je rebondis. Je pense qu'effectivement, il y a des choses qui peuvent être réadaptées dans certains contextes. Oui, bah, on peut tous utiliser des gommettes ou autre avec les autres, tu comprends comment je vais dire. Mais c'est pas du tout, ce sera jamais la même chose qu'un artiste, un ou une graphiste. Et il y a aussi l'idée de la rencontre avec ces professionnels-là, ce qui est vraiment très importante. Donc effectivement, je comprends très bien la notion de budget et de droit d'auteur, etc. Mais je pense que la rencontre avec cette profession, quelle qu'elle soit artiste, qu'elle soit plasticienne, que ce soit des graphistes ou autres, est fondamentale dans ce processus. Oui, je me lance. Il semble, c'est pas du tout. Il semble par ailleurs que ce qu'on a expliqué aussi ce matin, c'est aussi comment des projets trouvent leur pertinence dans un dialogue avec un lieu et que on arrive, nous, avec notre univers graphique, nos préoccupations, notre manière de penser les choses, et que ça s'active au contact d'un lieu, d'un contexte, d'une commande, et que c'est justement l'adéquation ou le frottement entre ces deux éléments qui créent quelque chose d'intéressant. Et donc, il me semble qu'on peut effectivement piocher comme ça, picorer, mais que ce qui est vraiment intéressant, c'est justement la rencontre entre l'univers d'une personne, la manière dont elle réfléchit, et un contexte particulier. Oui, j'avais envie de rebondir à peu près sur la même chose, mais parce que par exemple, vous allez arriver avec une envie, avec quelque chose que vous avez vu, et peut-être que dans le dialogue et par rapport au lieu que vous avez ou à la structure et la rencontre des deux structures et avec l'artiste,
en fait, on va aller vers un projet complètement différent de ce que vous aviez imaginé ou même de ce que l'artiste avait projeté parce qu'il y a, voilà, il y a cette émulation et toutes ces choses qui vont naître de la rencontre en fait. Et d'ailleurs, on a vu 2 projets, le projet de Sandrine sur la danse et le projet de Bastien sur le jeu avec les cercles et tout. Ces 2 manières finalement relativement complémentaires en fait de parler de mouvement, de danse, de partition. Pourtant, c'est fait de manière assez différente et j'imagine qu'il y a plein de manières encore d'imaginer ça. Je voulais rebondir, mais toujours dans la continuité de ces réponses, mais non, par rapport à vous évoquiez plutôt le travail sur la partition, mais c'est-à-dire que cette grille-là, je l'ai pensée par rapport à la grille qui est déjà présente de manière, qui est présente physiquement sur la piazza, et aussi parce que c'est un lieu de passage, c'est un lieu de rencontre, donc en fait c'est vrai que cette partition, elle est née dans ce contexte-là. Et plusieurs fois après, j'ai eu des possibilités de peut-être refaire quelque chose, parce que souvent, quand on fait quelque chose, on nous demande après de le refaire ailleurs. Ça n'a jamais vraiment abouti, mais forcément, ça n'aurait jamais été la même chose, ça aurait été autre chose ailleurs. Et je repense par rapport au picto de l'infini, je sais qu'il y a dans des écoles, en fait, des fois, ça a été utilisé, j'ai pu recevoir des choses, parce que c'est un outil aussi qui est... c'est ça, c'est qu'il y a différentes portées, il y a des choses qui peuvent être transmises et qui peuvent être récupérées avec un regard dans des écoles d'instituteurs, d'institutrices, mais après c'est vrai que l'avantage aussi de travailler avec des designers et des designeuses, c'est qu'on peut être aussi comme des intermédiaires, et notre rôle justement c'est vraiment de s'adapter tout le temps et de réfléchir à quelque chose comme un intermédiaire vraiment entre la commande et les destinateurs, destinatrices. Je voulais juste faire aussi une petite remarque sur les 2 questions sur la production et l'édition de ces objets ou outils, qui est une question très intéressante. Et je voulais juste peut-être un mot, Eloïsa, sur Learning Form, cette maison d'édition que tu inities et qui, comme son nom l'indique, sera consacrée à l'édition d'outils. Est-ce que tu veux nous en dire un mot et comment tu as abordé aussi cette question de la diffusion, de la production? Merci beaucoup. Donc, oui, comme je vous disais, moi, ça fait une dizaine d'années que je travaille au développement d'outils qui accompagnent la découverte de l'alphabet par les enfants en bas âge. Et c'est des outils que j'ai conçus dans le cadre d'une recherche doctorale, donc terminée l'année dernière, et qui a, au fur et à mesure des années, conduit à d'autres collaborations. Donc l'idée maintenant, c'est à partir de cette maison d'édition Learning Forms, qui était déjà le nom que j'avais donné en 2014, vraiment au tout début de mes recherches, de commencer à la fois par l'édition d'objets que j'ai pu moi-même produire dans le cadre de ma thèse et qui n'ont pas à l'heure actuelle une diffusion plus large, qui sont utilisés dans des écoles mais très ponctuellement, et aussi en fait d'accompagner d'autres designers, artistes, poètes, créatifs, je ne sais pas le terme, mais en tout cas qui peuvent d'une manière ou d'une autre porter à la fois un regard sur la notion d'écriture, mais vraiment selon d'autres angles que ceux que j'ai pu moi-même emprunter et qui seraient complémentaires. Là, je peux déjà parler d'une des prochaines premières publications de ce catalogue en cours, puisque la maison d'édition va présenter son catalogue en 2025. Il s'agit donc d'une partition qu'on développe donc avec Julien Van Anolt, cet ami poète avec lequel on a collaboré pour le projet de Passerelle, pour à nouveau réactiver cette notion de compréhension des outils, compréhension de l'écriture à travers d'autres moyens que ceux que moi-même j'ai pu développer. Donc l'idée, c'est que les outils soient produits en série limitée et que chaque outil amène sa propre économie de production. Donc il ne va pas y avoir une sorte de méthode qui s'appliquera à tous les projets. Chaque projet va apporter son écosystème et sa manière d'être produit pour préserver à la fois une qualité et vraiment permettre au projet de circuler autant que possible. Je crois qu'il y avait peut-être une dernière question. Il y avait une question par là-bas, je crois. Oui. Oui, bonjour à toutes et tous. Pardon. Donc j'ai attrapé la parole au vol. Merci beaucoup pour toutes ces interventions très intéressantes de cette matinée.
Je travaille à la CRIE, Centre d'art contemporain à Rennes. Et en fait, je voulais apporter juste aussi un témoignage sur la notion d'autorat et dans le cas très précis de la création d'un jeu avec 3 artistes, un jeu qui a vu le jour dans le cadre de la médiation autour d'un cycle artistique et qui était un projet prévu sur 2 mois et qui a duré 2 ans et demi aussi, et qui perdure à nouveau. Et en fait, on a aussi beaucoup travaillé sur la rédaction de conventions qui contractualisent avec des artistes autour de la notion de co-création entre le service médiation de la CRIE et les 3 artistes invités. Donc c'était une première, on s'est un peu arraché les cheveux et avoir une nouvelle forme d'imagination pour aussi trouver des statuts juridiques qui correspondent, etc. Mais en fait, ça a balisé aussi le fait que le protocole qui a été mis en place pour ce jeu, puisque là aussi il y a une question de scénario de jeu, qui est tout à fait transférable, adaptable, c'est le jeu aussi de faire ça. Et tant mieux que ça donne des idées à d'autres, mais la notion de conventionnement permet en fait de faire les choses avec respect, et tout le monde, que tout le monde puisse être reconnu dans son travail et avec toutes les formes d'adaptation possibles que ça peut augurer par la suite. Voilà. Merci beaucoup. Il y avait une question donc tout à l'heure plus loin. Merci. Alors Stéphane Marché du FRAC Poitou-Charentes. Alors ma question est peut-être un peu tarte à la crème, mais en fait au niveau de la typographie, de l'invention d'une typographie, je me posais la question de l'accessibilité aux personnes malvoyantes. Et moi c'est quelque chose qui m'interroge voilà, au niveau de la médiation et de tous les documents graphique, c'est quand on invente une typo, je pense à la première typo du Palais de Tokyo, qui était fait plein de petits personnages. Et les M&M. Voilà, qui était superbe, mais qui, moi, tout de suite m'a posé cette question de l'accessibilité à la lecture, pour les personnes malvoyantes, mais aussi pour les personnes pour qui on fait du FALC, en fait. Et, voilà. Donc ça, c'était ma question. C'est peut-être une grande question pour cette fin de plateau. Peut-être que voilà, ça pourrait être développé plus tard, mais voilà. Merci. Je veux bien. Quelle est la question vraiment ? Oui, la question c'était au niveau de la créativité, de la création, est-ce que vous êtes limité parfois ou tout le temps ? Est-ce que ça rentre dans vos critères de se dire il y a de la créativité, on va inventer des typos pour une structure, pour un projet, sachant que de l'autre côté, il y aura peut-être des publics qui ne seront pas concernés, qui seront choqués ou qui sentiront du coup être limités sur l'accessibilité de ce projet. Voilà. Est-ce que c'est aussi un critère qu'on vous propose, qu'on vous donne au moment de la création, quoi. J'entends bien ce que vous dites et c'est très juste par rapport à, évidemment, on voudrait inclure tout le monde et j'entends bien cette question justement des personnes qui ne lisent pas forcément bien ou qui ne voient pas bien. Après, c'est vrai que souvent, quand il y a une commande, il y a un cahier des charges qui est lié à qui sera les utilisateurs, les utilisatrices principaux. Voilà, on parlait du Palais de Tokyo. Je ne sais pas quel est vraiment l'objectif du Palais de Tokyo, à quel point ça se veut grand public ou pas. C'était quand même les M&M qui avaient fait l'identité visuelle. Mais ce que je veux dire, c'est vrai qu'il y a forcément, ça m'évoque la question de la signalétique, ce que vous dites, il y a l'identité visuelle, il y a la signalétique aussi. La question de la signalétique, forcément, c'est hyper... c'est assez important cette question-là. Évidemment, si on fait une signalétique pour un aéroport, pour une gare, il faut qu'on soit dans une immédiateté, il faut que ça puisse couvrir
voilà, que ce soit le plus fonctionnel possible pour tout le monde et que personne ne soit exclu. Après, forcément, là, ce que vous dites, c'est hyper difficile et forcément, ça réduit beaucoup le champ en fait, de la possibilité créative dans différents contextes. Ça m'évoque que moi, j'ai dessiné deux caractères pour des signalétiques, dont une pour des logements d'étudiants à Roubaix, où là, j'ai eu beaucoup plus de flexibilité sur la forme et d'être plutôt dans un jeu. Et c'est vrai que déjà, dès qu'on est dans la notion du jeu, peut-être que ça aussi, ça induit de jouer avec ce que perçoit le lecteur et la lectrice. Donc, bon, j'ai pas une réponse parfaite à ce que vous dites, hein, mais forcément, en fait, la vocation vraiment de la fonctionnalité après, de où ça s'inscrit, ça dépend en fait de l'usage vraiment. Mais donc, voilà, si on veut être dans une signalétique qui soit le plus fonctionnelle et qui touche le plus de personnes, évidemment, on va être dans quelque chose qui est beaucoup plus réduit et la créativité va être beaucoup plus contrainte par la fonction elle-même. Enfin, la forme va être beaucoup plus contrainte. Voilà. Donc le Palais de Tokyo, je ne suis pas sûre que ce soit l'exemple. Non, moi je voudrais juste dire un petit mot, c'est que en fait, la typographie, c'est une forme, c'est un véhicule de quelque chose qui est un texte, du contenu. Donc par rapport à la question de l'accessibilité, il y a maintenant des outils qui permettent par exemple de lire à haute voix, de décrypter, de déchiffrer, etc. Donc là, forcément, on perd un petit peu la forme, mais il y a des choses de description avec un style potentiel, c'est-à-dire qu'on peut dire que le caractère utilisé ou les lettres sont de telle et telle forme, donc il y a une description de ces formes, mais ça ne se situe pas au moment de la création des caractères, mais après, pour l'adaptation. Donc là, on parle bien d'un projet de médiation. J'ai à l'esprit par ailleurs une autre application. Ce sont des créateurs de caractères, notamment Jonathan Fabreguet, qui a dessiné un caractère qui s'appelle le luciole. Et ce caractère est spécialement destiné aux gens qui sont malvoyants. Donc il a dessiné ce caractère en travaillant vraiment les formes, en ouvrant beaucoup ce qu'on appelle les yeux, enfin voilà, donc en travaillant vraiment les formes, en créant des très forts contrastes qui permettent aux gens qui sont malvoyants de pouvoir lire avec ce caractère. J'ai aussi à l'esprit des graphistes qui ont travaillé sur des caractères typographiques destinés aux dyslexiques, parce que même chose, on confond les lettres, donc ils ont travaillé beaucoup les contrastes entre les D, P, Q et toutes ces lettres-là pour bien faire comprendre ce que c'était comme typologie de lettres. Donc là, il y a évidemment les créations d'alphabet braille, donc les créateurs de caractères travaillent sur ces domaines spécifiques. Donc là, on parle bien de la création des formes à destination de publics ou d'empêchements spécifiques. Après, encore une fois, je pense que pour tous les caractères typographiques qui existent, on passe dans un autre domaine qui est celui de l'accessibilité, de rendre accessible. Et ça veut dire rendre accessible aussi des photographies, des œuvres, des textes, en les adaptant et en les transformant d'une manière la plus accessible pour le plus grand nombre. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... Merci beaucoup. Peut-être on peut aller une question, dernière question, et puis après on va déjeuner. Je vais te rassurer, Véronique, c'est pas du tout une question. Mais je rebondis en fait sur ce fameux caractère qui a été dessiné pour le Palais de Tokyo. C'est amusant cette référence, parce que de mémoire, en fait, ce caractère, il a été utilisé pour composer les textes d'un ouvrage de médiation pour justement le lancement du Palais de Tokyo. Et l'idée des M&M était, avec le premier commissaire, était une très belle idée de médiation, puisqu'en fait, différentes personnalités, auteurs, artistes, écrivains, commissaires d'exposition, avaient été invités à imaginer le centre d'art idéal. Et donc, toutes les réponses avaient été consignées dans un petit ouvrage très joli, qui était composé avec ce caractère typographique dessiné par les M&M, qui associait aussi des petits personnages. Il me semble d'ailleurs que ce caractère était, c'était en 2000, hein, le lancement, et donc était téléchargeable gratuitement par tout le monde, justement pour rendre accessible au plus grand nombre. Merci beaucoup. Et je voulais juste compléter sur cette histoire de rendre accessible. Rendre accessible, c'est effectivement pas forcément rendre plus lisible. Par exemple, pour la question des dyslexiques, avec les personnes dyslexiques avec qui j'ai travaillé il y a plusieurs années,
En fait, c'était pas tellement la question de la lisibilité qui se posait, même si effectivement, a priori, c'est une des manifestations de la dyslexie, c'est d'avoir des difficultés à lire. Mais le gros blocage, il est aussi sur la peur en fait de la lettre, du mot, le fait qu'à l'école c'est compliqué et que du coup il y a aussi, c'est pas forcément dans la simplicité, mais ça peut être dans la manière dont on approche les choses. Effectivement, si c'est par le jeu, si c'est par, des fois ça peut être par des formes, des couleurs. Enfin voilà, il y a plein de manières de rendre accessible et c'est pas forcément la simplicité ou la facilité, ce qu'on pourrait penser au départ, qui va fonctionner. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.